Oui, on a le plaisir ce soir de recevoir Catherine Millot, que nous avons reçue déjà plusieurs fois, en 2001, pour Abîme ordinaire, qui est vraiment un livre qui nous a marqués, moi d'abord bien sûr, mais je crois que beaucoup de gens en reparlent fréquemment de ce livre Abîme ordinaire. Ensuite, on vous a reçu aussi pour Aux solitudes, qui avait été présenté par notre ami Philippe Bequet, qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et ensuite, on vous a reçu pour La vie parfaite, que Francis, qui est là, avait présenté. Et après La vie parfaite, on vous reçoit aujourd'hui pour La vie avec Lacan. C'est un joli enchaînement, si je puis dire. Ça s'enchaîne bien. Et je remarquais que les 4 livres, celui-là étant le 4e pour lequel on vous reçoit, ce sont tous les 4 des livres qui ont été publiés chez Gallimard et qui marquent bien votre ancrage du côté de la littérature. Et c'est vrai qu'il y a un plaisir à vous lire qui tient vraiment à cette grâce que vous avez dans l'écriture de vos livres. C'est un livre qu'on lit avec beaucoup de plaisir. C'est un livre, ce que j'ai envie de dire peut-être en premier, c'est un livre qui redonne du corps à Lacan, à l'œuvre de Lacan, qui avait fini par être un peu embaumée, dont on parlait de l'œuvre difficile à lire, une écriture pas simple, beaucoup de choses, et peut-être qu'à force on avait perdu de vue un petit peu l'homme qu'il était. Et dans ce livre, vous nous restituez l'homme qu'il était, et ça c'est extrêmement précieux. Et j'avais envie de prendre un petit passage de la fin de ce livre. C'est vraiment le dernier paragraphe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Lacan autrement. On peut dire que ça va très bien. C'est Lacan autrement que celui qui a circulé, disons, depuis tant d'années, puisque ça fait 40 ans qu'il est décédé. Ça fait 40 ans. Il est mort en 35 ans. 35 ans, oui. Il est mort en 81. Ah. Et on est en 2016, ça fait 35 ans. 35 ans, oui. Vous dites là, aujourd'hui, j'ai l'âge que Lacan avait quand je l'ai connu. Est-ce ce qui m'a décidé à livrer ses souvenirs, comme un rendez-vous à honorer, une manière de le retrouver? Un rendez-vous que je trouve que vous avez honoré avec beaucoup de grâce et d'élégance. Un livre qui procure un plaisir certain au lecteur. C'est quelque chose qui est frappant. C'est un livre qui, en même temps, ce qu'on retrouve toujours chez Catherine Millot, parce que finalement, avec Catherine Millot, on a un peu l'impression de la connaître quand même, en ayant parcouru tous ses livres, parce qu'il y a toujours des éléments de son histoire qui sont présents, mais qu'elle fait toujours avec beaucoup de discrétion et de pudeur. Je pense que vous avez eu un certain courage, de toute façon, vous aviez envie de le faire, je pense que vous l'auriez fait, mais certainement qu'il y avait un certain courage à remettre en circulation ce Lacan-là et ce livre. Et j'ai entendu des échos, bien sûr certains font des remarques, moi je trouvais malvenues, parce que c'est un livre où vous restez finalement très discrète sur une liaison, puisque c'était une liaison à la fois amoureuse, mais c'était aussi une liaison de travail, au sens où vous étiez en analyse avec Lacan, ce qui est quand même une situation tout à fait singulière.
et dont vous dites à la fin de votre livre aussi en quoi elle a été une nécessité incontournable, puisque vous avez à certains moments quand même pensé peut-être qu'il valait mieux peut-être aller ailleurs ou faire autrement, et qu'il y avait là une nécessité, et que vous y êtes tenu, et Lacan aussi. Et apparemment, d'une façon, peut-être que vous nous en direz aussi d'autres choses, mais lui-même, ayant tenu cet enjeu-là, de pouvoir avoir cette relation intime avec vous, tout en étant l'analyste qu'il a été pour vous. Alors, dans ce livre, je trouve que ce qui est aussi très élégant de la part et vraiment façon d'honorer Lacan, c'est que Lacan y est extrêmement présent, finalement peut-être plus que Catherine Millot. Elle nous restitue un Lacan dans sa personnalité fantasque, complètement excentrique, mais où un personnage qui a une passion absolument incroyable, une détermination sans limite, et le sans limite, Catherine Millot nous le fait bien entendre, ce sans limite aussi qui est en rapport avec ce qu'il a construit, c'est-à-dire ce réel contre lequel il bute et qui ne lâche pas. Et alors, c'est très passionnant de lire Catherine Millot, parce qu'on le voit, si on peut dire, dans cette espèce d'urgence à vivre à tous les niveaux, que ça soit dans sa vie quotidienne, dans son goût d'aller partout, de voyager, de visiter les musées, les expositions, les films, enfin tout y passe. Et en plus de ça, Catherine Millot, qui a circulé en voiture avec lui, c'est un homme qui aimait la vitesse, je crois, jusqu'à l'extrême de ce qui pouvait être supportable pour vous à certains moments. C'est vraiment quelqu'un qui allait au bout de ses passions. Et je trouve que ce qui est aussi très passionnant, c'est de voir ce que Catherine Millot redonne, c'est le contexte dans lequel son œuvre s'est construite. De quel corps aussi s'est construite cette œuvre. Et Catherine Millot vraiment le fait entendre. Elle fait entendre à la fois cette pulsion folle qu'il a à chercher, à découvrir, à avancer, mais il y a quelque chose qui m'échappe et qui me paraissait important. Et ce qui est très très fort, c'est que la vie et le travail sont complètement mêlés. On a l'impression que vous êtes constamment à la fois dans l'amour, dans le travail, dans la création, dans une recherche. Enfin, c'est effectivement une vie parfaite comme on peut en rêver, où le travail, enfin ce qui nous passionne, et notre vie quotidienne ne font qu'un. Ça, c'est passionnant. C'est passionnant aussi de voir tout ce qui se passait autour de ces livres et de ces séminaires. Tous les gens qu'il rencontrait, tous ces intellectuels de l'époque, les intellectuels, philosophes, écrivains, mais aussi les cinéastes, les poètes, il y a François Cheng. Et j'ai été frappée par une remarque de François Cheng qui disait qu'à la fin de sa vie, Lacan n'était plus que pensée. Effectivement, c'est la période aussi très palpitante dont vous nous parlez, où Lacan de plus en plus est pris par ses nœuds. Et là, il est complètement pris, oui, on ne peut pas le dire autrement. Et jusqu'au moment d'ailleurs où à un moment donné, il vous dit qu'un de ses nœuds, c'est vous. C'est comme ça qu'il vous identifie. Vous êtes un nœud, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le précisez, mais vous nous le direz peut-être. Et il y a aussi des choses très belles sur votre relation. Quelque chose sur lequel Lacan insiste et auquel je pense que vous aviez beaucoup d'affinité de toute façon avec Lacan, cette question de la solitude. Bon, vous avez écrit un livre aux solitudes, mais Lacan aussi, me semble-t-il, n'aimait pas le nous, parce qu'on est tous seuls. Et ça, il tenait beaucoup. Donc vous ne faisiez pas un, vous vous êtes mis dans ses pas, et là aussi on vous retrouve tout à fait dans ce goût que vous avez de vous abandonner à quelque chose
d'une passion, et là, l'abandon est quelque chose qui est exaltant. Et ça, on l'entendait bien dans vos autres livres. Voilà, alors il y a la question, disons, plus analytique, je ne sais pas, vous dites tout ça, je ne sais pas si on peut tellement plus les interroger. La question, bien sûr, qui se pose de savoir comment peut se faire cette chose dite interdite d'une relation intime entre un patient et son analyste. Vous en avez fait l'expérience. C'est vrai que c'est une question qui peut nous traverser, des questions qu'on peut se poser autour de ça. En fait, je ne sais pas si ce sont de bonnes questions. Si ça arrive, c'est qu'il y avait quelque chose d'incontournable là-dedans. Alors peut-être que comme vous le faites, d'autres ont pu faire part de cette expérience singulière, d'avoir une relation intime avec son analyste. C'est une question. C'est une question. Voilà. Il y a mille choses dans ce livre. Je n'ai pas tellement envie de prolonger. Il y a sûrement, Francis aura envie sûrement de dialoguer avec vous aussi sur ce livre. Donc je crois que très rapidement, j'ai envie de vous passer la parole et peut-être de nous dire un petit peu, effectivement, qu'est-ce qui a fait que maintenant ce livre arrive, comment il est donné au jour, si on peut dire, pour vous. Ce que je peux dire, c'est que pendant longtemps, je n'ai pas même pensé à écrire un livre sur ma relation avec Lacan. Enfin, ça ne me venait même pas à l'esprit. La personne qui m'a, disons, un peu... Alors, le premier qui m'y a fait penser, parce qu'il m'a sollicité là-dessus, c'est Philippe Solers, qui depuis des années et des années me demandait d'écrire quelque chose sur le Lacan que j'avais connu, et je lui disais non, il n'en est pas question. Enfin, je voyais d'ailleurs surtout la dimension d'indiscrétion que ça pouvait comporter, et donc je l'envoyais balader, je dirais. Et puis alors il me titillait en me disant alors quoi, vous voulez le garder pour vous? Enfin, c'est une suspicion là de rétention qui me piquait un peu, mais enfin bon, je le laissais. Et puis à un moment donné, il a dit, mais écrivez votre Lacan. Et cette formule-là a ouvert un petit quelque chose. Je me suis dit, tiens, votre Lacan, mais peut-être que ça serait une chose possible. Mais ce qui m'a décidé, enfin je ne peux même pas dire décidé, ce qui a été le déclic, c'est la lecture du livre de Nathalie Jodel, La légende noire de Jacques Lacan, que j'ai lu, qui m'a passionné. Elle me l'avait endressé, donc j'ai trouvé ce livre. J'ai trouvé que ce livre, que c'était formidable qu'il existe, qu'il fallait l'écrire. Et ça m'a incité, enfin, plus exactement, c'est dans les semaines qui ont suivi. C'était, il faut dire, quand je l'ai lu, c'était l'approche des vacances. Et puis, eh bien, je me suis mise à écrire La vie avec Lacan, tel que je le commence d'ailleurs. Voilà, sans l'avoir décidé. Je veux dire, c'était vraiment un déclic. Et mon idée, c'était de transmettre le Lacan que j'ai connu. C'était donc un témoignage que je voulais... c'était un témoignage et c'était... enfin, c'était d'une certaine façon un hommage aussi que je voulais lui rendre à Lacan. Je dirais sur... je dirais que le trait que j'avais envie de faire ressortir, c'était la générosité qu'il avait. Et c'était évidemment en contradiction
avec le portrait qu'on est souvent donné dans Lacan avare, dans Lacan aussi calculateur. Et ce que j'ai pu aussi, ce que j'ai voulu faire passer, c'était le côté non psychologue de Lacan, c'est-à-dire celui justement qui n'avait pas à l'esprit les calculs des autres, en tout cas. Et lui-même, d'ailleurs, n'était pas dans cette dimension du calcul du tout. Son rapport à l'institution psychanalytique, par exemple, était frappante. Il mettait des gens, il avait mis des gens en place, c'était son directoire, ses jurys et tout ça. Et puis ça allait bien comme ça, ça allait comme ça. Il n'y avait pas enfin, comment dire, il n'y avait rien de... Vous dites que c'est pas un meneur d'homme. C'était pas un meneur d'homme du tout. Il était sur le plan politique, mais il était vraiment complètement à côté. C'était frappant. Bon, j'avais envie de témoigner de ça. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas dire quelque chose qui était essentiel dans ma relation à lui, qui était le fait que j'ai eu ce lien, j'ai été sa compagne, je puis dire, pendant des années, et qu'en même temps, je poursuivais mon analyse avec lui. Alors, ça, je ne pouvais pas faire l'impasse de là-dessus, je ne le souhaitais pas. Alors, ce qui m'embête, c'est d'avoir effectivement à revenir toujours sur cette question, et ce n'est pas la première fois, je peux vous dire, depuis qu'il est sorti. Et alors que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on retienne plutôt le portrait de Lacan que j'ai fait, et pas ce qui pose problème aux analystes, semble-t-il, mais pas à moi. Je veux dire, moi, ça me pose, en tout cas, si ça a pu me poser un peu problème à certains moments, pas fondamentalement. Je veux dire, je sais bien que j'ai poursuivi avec lui mon analyse, ça a été comme ça a été possible, et j'en parlais avec Francis Cohen, qui parlait à ce propos de l'impossible, que ça paraissait impossible aux analystes. Eh bien non, c'est possible. C'est possible, en tout cas j'en ai fait l'expérience, et j'estime que j'ai fait une analyse, en tout cas que je peux dire, qui a été pour moi magistralement thérapeutique. C'est-à-dire, je veux dire, comme j'en obtiens pas souvent sur mon divan. Et puis que par ailleurs, cette particularité, je veux dire, le lien que j'ai eu avec Lacan ne m'a nui en aucun cas. Je peux dire que ce lien amoureux que j'ai eu avec lui, il a été plutôt constituant pour moi. Je pense qu'il faut que je le note, parce que parfois les gens s'imaginent que j'ai pâti de cette relation, enfin, bon, ce qui n'est pas du tout le cas, même si je fais état comme ça d'occasions de jalousie et tout. La jalousie, bon, c'est des choses, c'est comme ça. Je veux dire, maintenant, c'est un sentiment qui me paraît futile. C'est aussi à l'âge que j'ai. Je pense que la jalousie me paraît futile. Bon, voilà. Et donc j'en parle d'ailleurs je pense, avec humour et distance, comme justement, enfin, comme quelque chose qui était, je peux dire que je pense comme futile maintenant, mais j'étais pas loin de le penser non plus à l'époque comme futile. Ça, c'est aussi. Donc voilà, enfin, voilà ce que j'ai voulu faire, c'est transmettre quelque chose transmettre et témoigner du Lacan que j'ai connu. Et c'est vrai que ça a été, pour moi, cette rencontre a été une chance, ça a été une chance destinale, je peux dire, parce que bon, j'avais bien sûr l'idée quand j'ai été le voir pour lui demander une analyse, j'avais déjà vu quelques analystes, puis les choses ne s'étaient pas nouées, enfin, donc j'ai été le voir lui, et puis je ne lui ai pas dit tout de suite que j'avais dans l'idée de devenir analyste. Et puis il m'avait interrogé là-dessus, mais pourquoi je ne l'avais pas dit tout de suite? Moi, je dis parce que j'ai entendu dire que c'était un signe de résistance d'entamer une analyse en disant qu'on veut devenir analyste. Alors il m'a dit, mais de ne pas le dire est aussi une résistance. Donc, bon, je serais peut-être devenu psychanalyste, mais enfin, peut-être ou probablement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a quand même été une rencontre destinale. C'est-à-dire qu'il y a un rapport peut-être, ce que j'ai, en écrivant ce livre, ce qui m'a
ce qui m'est revenu, c'est très souvent, c'était le mot de passion. Or, à cette époque-là, je n'aurais pas dit que j'étais dans une passion par rapport à la psychanalyse. C'est curieux que parfois on ne le sait pas sur le moment. Mais je peux dire après coup, effectivement, que c'était une passion. Pendant toutes ces années, c'était les années 70, très exactement, hein, où j'ai poursuivi cette analyse, et puis j'ai enseigné au département de psychanalyse, j'ai énormément lu, j'ai été dans le bain de la psychanalyse pendant... c'était la belle époque, d'ailleurs. C'était une très belle époque, effectivement, et puis... c'était aussi, j'étais aux côtés de Lacan qui lui poursuivait son chemin, et puis mais moi je travaillais à côté à mes cours, enfin aussi à découvrir tout. Moi, il faut dire que j'avais déjà beaucoup, avant de le connaître, j'avais déjà beaucoup lu Freud par exemple, et d'ailleurs je le lisais lui, j'avais lu les écrits aussi. Mais moi j'ai découvert toute la littérature analytique. Enfin, parce que j'ai passé plusieurs années à enseigner sans exercer la psychanalyse. Donc je baignais dans la littérature psychanalytique jusqu'au... Enfin voilà, c'était effectivement une période où j'étais très passionnée. Alors après, j'ai retrouvé ma passion antérieure pour la littérature. Hein, c'est quelque chose que j'ai tissé, je peux dire, tissé entre le littéraire, aussi bien enfin, je dirais pas l'autobiographique, parce qu'au fond c'est pas tellement ça, c'est que en somme que j'ai poursuivi mon analyse, et ça c'est aussi la dimension de passion quand même qui m'a tenu, c'est que j'ai poursuivi mon analyse, parce que après Lacan, j'ai repris une analyse qui a duré longtemps, qui a duré 8 ans, et puis j'ai écrit en même temps, en parallèle, j'ai commencé à écrire La vocation de l'écrivain, enfin les livres, j'ai écrit les livres publiés chez Gallimard, enfin, bon. Et à travers l'écriture, j'ai poursuivi mon analyse aussi, c'est-à-dire je pense que l'analyse, même si de certaine façon je pense qu'avec Lacan j'avais été jusqu'à un terme, et puis c'est d'ailleurs dans la foulée que je me suis installé analyste, enfin, que j'ai commencé à recevoir des patients, mais mon analyse je l'ai poursuivie aussi, surtout à travers l'écriture. Voilà, je ne sais pas si c'est une tâche infinie, peut-être pas d'ailleurs, parce que je me demande si je n'ai pas terminé pour de bon, ce qui m'attristerait. Oui. Alors, je vais donner une précision. La lecture que Roudinesco fait dans son article, là, elle est l'inverse de ce que je dis. Mais c'est absolument. Je ne sais pas comment. J'ai pas compris. Comment elle a pu inverser complètement les choses. Complètement. Complètement, c'est-à-dire que ça présente en plus une image de Lacan qui, âgé, me demanderait de lui faire un enfant. Enfin, c'était un truc qui serait absurde. Enfin, bon, c'était absolument pas le cas. C'était moi qui souhaitais avoir un enfant, c'était l'analyse qui m'avait conduite jusque-là, l'analyse avec lui jusque-là, et que avec lui, ça n'était pas possible, vu son âge, ça n'était pas possible, je dirais, biologiquement, hein, et que du coup, ça m'a amené à cette séparation qui était très, très cruelle, enfin, et très douloureuse aussi pour lui et pour moi. Je me demande même, en vous écoutant et en pensant à cette séquence, à ce déroulement, si la fameuse séquence dans laquelle vous dites qu'à un moment son interprétation va avoir un effet formidable, c'est-à-dire dénouer complètement vos symptômes, s'il n'y avait pas quelque chose qui passait par là, quand même, dans cette intervention que vous ne donnez pas. Ça ne portait pas directement là sur cette question. Et je ne sais,
Et pour moi, la question de l'enfant n'était pas de la même façon que elle n'était pas présente au début de mon analyse avec Lacan. Ouais. C'était pas quelque chose qui m'habitait, je dirais. Je n'avais pas l'impression que c'était présent dans le livre. À votre avis, oui. Bon, ben, écoutez, je vais y réfléchir. Alors, moi, ce qui est présent dans le livre au début, je ne mets pas les points sur les i, mais c'est très sensible. C'est que ce fantasme d'être à l'intérieur, comme ça, c'est quand même un fantasme de, comment dirais-je, je dirais que c'est moi, alors c'est moi l'enfant, là. Oui, enfin, qui est dans... ce terme de l'enfant, moi, je ne veux pas une direction unidimensionnelle. Je trouve qu'il parcourt tout le livre, quand même. Bon, je vais y réfléchir, oui. Merci pour votre continuer dans ce que vous disiez, Francis, parce que je trouve que le portrait que vous faites de Lacan, on pourrait dire que il y a quelque chose d'une liberté chez Lacan qui peut être tout à fait comparable à la liberté que les enfants, justement, ont avec la pulsion. Oui. Et avec leur désir. Ah, tout à fait, oui. Voilà, donc ça va dans le sens de ce que disait Francis, c'est-à-dire que la question de l'enfant aussi, elle se pose... Ça, c'est vrai. C'est l'enfant de 5 ans. Ce que j'aimais chez Lacan, c'était l'enfant de 5 ans. 5 ans. Avec une très grande liberté, avec... L'enfant d'avant les refoulements. L'enfant de 5 ans, selon Freud, hein, celui d'avant les refoulements. Ça, que je ne dis pas tout. Moi, je trouve que c'est déjà... Non, je trouve que justement, c'est très explicite, c'est une épure. C'est vraiment là où Lacan reste vraiment analyste. Quelle que soit votre relation intime, il a dit le mot qu'il fallait. Et d'après ce que vous dites, c'est ce mot. Et il y a un manque. Oui, ça c'était pas l'interprétation. Il y a deux choses. Enfin, il y avait ça. Oui. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et puis il y a ensuite un moment de l'analyse où il fait une intervention qui était pas claire du tout, parce que souvent il parlait de façon assez énigmatique dans ses manières d'intervenir comme analyste, et je l'ai traduite, moi, cette intervention. Et, enfin, je l'ai complétée en quelque sorte, ce qu'il disait qui était ouvert, je l'ai complété, et j'ai été comme dépassée et atterrée par ce que j'avais, moi, énoncé. Donc c'était... et puis c'est là où ça a fait vraiment une coupure et où c'était un peu, c'est un peu comme le jackpot, là, quand tout dégringole. J'avais un peu cette impression-là que j'avais eue. Et voilà, enfin c'était... ça qui a été effectivement un tournant, enfin, un grand tournant. Voilà. Donc si tu pouvais juste dire un tout petit peu comment tu rencontrais Lacan, parce que dans ce que tu dis, tu dis comment tu rencontrais Lacan dans l'intimité plutôt, ou dans la famille, bon. Mais jamais tu dis comment tu le rencontrais dans la psychanalyse. Si tu pouvais dire un peu comment ça se passait. Eh bien, j'allais à ma séance. Sans blague, il y avait une séance. Évidemment. Ah ben ça, je ne savais pas. Alors, raconte. J'ai été en analyse avec lui, donc j'allais à ma séance et je payais ma séance. Et puis. Et tu payais ta séance? Ben oui. Oui. Je faisais mon analyse, j'allais à un rendez-vous, enfin. Et puis je faisais ma séance et puis je payais ma séance en partant. Bon. Voilà. Et c'est là où il dit c'est trop, et lui il dit c'est pas assez. Non, il dit il manquait quelque chose. Alors, il y a Éric Porges, comme ce qui a un peu glosé là sur ce manque, et il pense que Lacan voulait dire qu'il manquait, que ça ne faisait pas deux, ou ça ne faisait pas, il n'y avait pas de rapport sexuel, quelque chose comme ça. Mais je crois que je pense pas que ce soit ça. Moi, j'interprète ça, il manque quelque chose,
je me trompe peut-être complètement, parce que je ne saurais jamais ce qu'il a voulu dire. Mais je me suis demandé si c'était qu'il manquait une certaine idéalisation. C'est-à-dire qu'on a, quand on est en analyse avec quelqu'un, on idéalise son analyste, et moi, eh ben, du fait d'être dans sa compagnie quotidienne, puis qu'il y avait peut-être justement une idéalisation, quelque chose de ce registre-là qui manquait. Alors, mais bon, je ne sais pas. Hein. Non, mais c'est justement, tu réponds bien. Donc, du côté de l'imaginaire, il y avait quelque chose qui, en fin de compte, était de côté, et c'était vraiment pris dans la parole. Il y avait quelque chose comme ça. C'est là où je... Oui, et puis dans le réel qu'il incarnait. La manière dont vous en parlez ne donne pas l'impression que l'idéalisation manquait. L'admiration. Oui, je sais qu'on peut m'objecter ça, mais je ne pense pas je ne pense pas que aujourd'hui que je l'idéalise ou que je l'ai même. Aujourd'hui. Oui, mais même à l'époque. Mais l'admiration. Est-ce que l'admiration n'est pas forcément l'admiration n'est pas forcément une idéalisation? Non, mais de toute façon, on peut admirer quelqu'un pour un talent. Il y avait forcément un malentendu. Heureusement. Quelque part, forcément, il y avait un transfert. Justement, en lisant votre livre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Freud. Il y a un tel contraste, enfin de ce que j'imagine et ce qui a circulé sur Freud. Deux hommes qui ont été géniaux pour nous et pour la psychanalyse, deux hommes tellement différents. Et cette passion que Lacan a eue finalement pour Freud, puisque le retour à Freud. Mais je ne sais pas, je n'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer et de représenter Freud tandis que vous parliez de Lacan, de ces deux hommes. Oui, pour moi, ils ne sont pas si différents que ça. Oui, ça. Justement parce que Freud me donne aussi ce sentiment de liberté formidable et de générosité avec les gens. Et c'est ce trait de liberté et de générosité, je trouve que c'est un trait, ce sont des traits qui leur sont communs. Alors, bien sûr, il y a apparemment chez Freud, il y avait un côté plus moralisant, plus rigide, mais c'est apparemment, c'est une image de lui qui est véhiculée. Et quand on lit sa correspondance, quand on lit son œuvre, évidemment, c'est autre chose qui apparaît. C'est justement l'homme sans préjugés qui apparaît chez Freud. Et très cadré, autrement cadré. Il le signifiait souvent d'ailleurs dans les tas, je ne parle pas spécialement dans le rapport avec moi, mais quand les choses risquaient de tourner à la relation duel, au conflit sur le mode duel. Là, par exemple, c'est l'anecdote que je rapporte de ces malfrats qui avaient pénétré au 5 rue de Lille, qui étaient entrés dans son bureau alors qu'il était avec sa foi, et puis il le menace avec une arme à feu, et puis ils veulent que Lacan ouvre son tiroir pour leur donner de l'argent. Lacan refuse. Et puis, mais il leur dit, il n'est pas sur le mode du bras de fer, il leur dit « je suis vieux, vous pouvez me tuer hein ». C'est-à-dire, et ça pouvait il pouvait dire des choses comme ça. Enfin, là où les choses sont sur le mode de mettre l'accent sur, justement, là, ce que vous appelez sa castration. C'est ça, je suis vieux. Je l'ai vu à d'autres occasions aussi, intervenir de cette façon-là. Et ça, c'était assez remarquable. Cette façon de se mettre à côté, justement, d'une relation duelle où on se fait du bras de fer, si vous voulez. Il y a aussi tout ce qui se passe autour du séminaire encore. Et c'est la seule fois
où vous dites, comme vous le dites d'habitude, mais modestement, que vous lui avez sans doute apporté quelque chose et que vous lui avez filé quelque chose, sans doute, autour de la question de la jouissance féminine, de l'autre. J'avais apporté une question surtout. Oui, oui. Et que ce séminaire, dans lequel ce séminaire, qu'il a travaillé. Je lui avais apporté Edwige d'Anvers. C'est ça, oui, une mystique. Edwige d'Anvers, enfin, un texte d'Edwige d'Anvers. Bon, parce que j'espérais qu'il allait pouvoir me dire quelque chose, me donner une traduction psychanalytique de ce qui m'accrochait, m'intéressait, m'interpellait chez certains mystiques. Edwige d'Anvers, la deuxième, d'ailleurs pas la première, et puis aussi Maître Eckhart. Enfin, Maître Eckhart, il le connaissait, donc je n'avais pas besoin de lui apporter sur un plateau. Sur la mystique, vous avez poursuivi sans lui, parce qu'il n'était pas très encourageant. Ah oui, il n'était pas encourageant du tout. Voilà, c'était autonome. Enfin, c'est ça qui était... Enfin, pas encourageant du tout. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour me freiner un peu sur cette voie. Il y avait les mystiques, la mystique qui est un fléau comme le montrent tous ceux qui tombent dedans. Il y avait ça, c'est une intervention à son séminaire. Et puis il y avait aussi une chose qu'il m'avait dite, que je ne cite pas, il m'avait dit « la psychanalyse ne mène pas à la contemplation ». Alors là, je me l'étais tenu pour dit, bon, j'avais mis en veilleuse la contemplation, bon, tant pis. D'ailleurs, c'est vrai que c'était l'époque où il s'agissait pour moi de me mettre au travail. Alors, donc, il était pour l'action. Il était pour qu'on se mette au travail. Oui, c'était dans un séminaire, il avait dit « la mystique qui est un fléau ». Comme le montrent tous ceux qui tombent dedans. Non, c'était pas un dessin, il était avec ses ficelles. Là, et puis, je pourrais pas vous dire quel était ce. C'était un nœud compliqué, je peux vous dire. Ah oui, moi j'ai cru que c'était un secret que vous ne vouliez pas le dire. Non, pas du tout. Enfin, je m'aime pas. C'était pas. Il ne voulait pas me dire. Tu vois, ce nœud-là, c'est toi. Pas du tout. C'était ces nœuds, parce que j'ai compris, moi, c'était ces nœuds qui lui donnaient tant de mal. Eh bien, c'était à l'image du nœud psychique de tout un chacun. Je n'avais pas pris ça vraiment pour moi. Hein. Enfin, quand même, il avait dit ça, c'est toi. Bon. Ben oui, il disait c'est le support d'un sujet, ce n'est pas un modèle, il ne faut surtout pas le prendre comme un modèle. Oui, oui. C'est le support d'un sujet. Oui. C'est vrai que c'est un très beau livre et où on est plein d'enthousiasme à vous suivre dans ces promenades, et puis Rome que vous aimiez aussi, comme Lacan. Vous aviez deux amours, là, Rome et Lacan. Et bon, je me suis emballée. Oui, je voulais dire combien, à la fin du livre, on est triste avec vous. Le moment où il y a ce retrait de Lacan, et que vous voyez les choses décliner, qui sont de plus en plus enfermées. Et là, il y a un moment très, très émouvant dans ce livre. Et on est triste avec vous. On vous suit vraiment dans ce moment de sa disparition. Je me suis interrompue. Oui, il me semble que je passe rapidement dessus, mais quand même, ce que je signifie, c'est que c'était une séparation, et en même temps, je continue à le voir. Je continue à le voir et à aller à Guitrancourt. Certaines, pas aussi souvent qu'avant, mais je continue à avoir. Mais d'une part, j'ai arrêté à ce moment-là mon analyse avec lui, au moment bon, en tout cas, ça a été, je ne pouvais pas me séparer de lui et puis continuer mon analyse avec lui à ce moment-là. Ça s'est fait en même temps, et puis, c'est-à-dire, j'ai tâché de comment dire, de vivre autre chose. Voilà, donc ça représentait une certaine séparation, mais en même temps,
En même temps, je continue à le voir. J'allais le voir tous les jours, par exemple. Voilà, je sais pas, mais je sais pas comment. Quoi dire d'autre. Quoi dire d'autre. Il me semble que vous dites tout à fait l'essentiel. Je voudrais revenir, je ne comprends pas bien la question, mais je voudrais revenir sur la formule « l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». Parce que la formule, la vraie formule, c'est « l'amour, c'est donner ce qu'on a, c'est donner ce qu'on n'a pas ». Voilà. Et puis un jour, Lacan, pour plaisanter, a dit « mais oui, mais l'amour », tout ça pour dégonfler finalement une formule qui avait pu donner une consistance un peu romantique à l'amour, et pour dégonfler la chose, il a ajouté donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Mais c'était un jour une plaisanterie, et une plaisanterie à des fins de déflation. Mais il faut quand même retenir que l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Oui, non, justement, c'est ça voilà. qui m'interroge. Et Lacan, parce qu'il donnait ce qu'on n'a pas. Lacan, il était âgé. Il évoquait justement par rapport au malfrat qui venait lui. Oui, il a dit je suis vieux. Bon, voilà, c'était quelque chose qui pouvait, à quoi il pouvait le dire, il pouvait faire référence. C'était quelqu'un, voilà, qui avait, et c'est quelqu'un aussi, Lacan, qui a souffert de vieillir. C'était sensible qu'il en souffrait. Hein, voilà, ça vraiment le manque, il était là. Hein. Les choses ont beaucoup changé du point de vue du rapport à l'âge. Oui, absolument. Parce que à cette époque-là, j'avais perdu mon grand-père peu de temps avant. Enfin, 80 ans, c'était quand même une sorte de deadline. C'est vrai, maintenant, ça serait plutôt 90, voire 100. Hein. Mais ça a beaucoup changé. Mais quand même, effectivement, il arrivait à un âge, et puis c'est vrai qu'il était malade. Donc quand je dis qu'il souffrait de vieillir, je pense qu'il souffrait de vieillir avant même d'être malade. Oui. Écoutez, justement, puisqu'on vient à cette question de l'âge, c'était quand même très présent dans mon lien à lui, le fait on avait 43 ans de différence. Je veux dire, c'était quelque chose, enfin, c'était là. Alors, bon, je ne sais pas comment, enfin, j'ai du mal à vous répondre autrement que de cette façon. C'est-à-dire parce que que Lacan était tout, je ne vois pas comme ça. J'étais, comment dirais-je, comme je le dis à propos en disant que c'est ça qu'on partageait avec Jacques Alain, il m'épatait. Voilà, il m'épatait. Il osait. Il m'épatait et il était vraiment épatant. Voilà, c'était pas, je dirais pas qu'il était la 8e merveille du monde, moi il était épatant. Mais il était épatant, certainement. Et puis on découvre quelqu'un petit à petit aussi. Enfin, sa générosité, par exemple, c'est quelque chose et puis son côté dépourvu d'arrière-pensée, sans psychologie, enfin, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est quelque chose que j'ai découvert petit à petit. C'était pas du tout sensible d'emblée, quoi. Puis il avait des fantaisies comme vous emmenez aux eaux de Vincennes pour voir les hippopotames. Non, les pandas. Les pandas. Et oui, puis, au passage, il allait voir les hippopotames. Donc voilà. Vous dites qu'il baillait comme... il aimait beaucoup les hippopotames, il se reconnaissait là, un peu dans les hippopotames. Donc et après, je pensais que c'était parce que c'était les bâillements, parce que les bâillements d'hippopotames qui devaient l'épater. Voilà. Sur épater, il fait un jeu de mots quand même. Comment? Sur épater. Oui. Lacan fait un jeu de mots. Oui. J'ai toujours trouvé épatant, oui. C'est que, effectivement, épater. C'est ça, mais oui, bien sûr. Je veux dire, je l'utilise avec la résonance. La résonance, oui, bien sûr. Alors quand même, une question comme ça. Si tu n'avais pas été en analyse avec Lacan, tu n'aurais pas pu être en analyse avec quelqu'un d'autre. Ce n'était pas possible. En étant la maîtresse, en étant la fille de Sigmund Freud,
est-ce que c'était possible d'être en analyse avec quelqu'un d'autre que Freud? Et en étant la maîtresse de Lacan, est-ce que c'était possible d'être en analyse avec quelqu'un d'autre? Tu vois, bon, je tords un peu, hein, Oui. mais il y a quelque chose de... C'était un peu obligé, tu vois, bon... Non mais je pense, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça s'est joué pour moi, en tout cas. C'est pas comme ça que ça s'est joué pour moi. C'est que j'avais apporté une question, comme je l'ai dit, j'avais joué tapis, et je pouvais pas aller reprendre ma mise et aller miser avec quelqu'un d'autre. C'était pas possible. C'était avec lui que j'avais misé ça. Ben oui, mais Anna Freud, elle a fait pareil. Alors, mais ça, je ne sais pas pourquoi. C'est pas pareil, mais c'est quand même... On n'en sait rien, elle l'a pas... Mais je ne sais pas pourquoi Freud, il aurait pu l'envoyer. Il y avait bien des analystes qui auraient pu prendre sa fille. Et d'ailleurs, elle a fait un peu de travail analytique avec Lou Andrea Salomé, par exemple. Andrea Salomé, qui l'a mis de nouveau dans les bras de Freud. De nouveau, quoi. Voilà, c'est une interrogation. On va arrêter. J'ai envie de rester sur l'image du zoo et des hippopotames et des pandas. Restons-en là. On va rester là. Merci.